Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette Agora Environnement. C'est la dernière de cette soirée de ce samedi. Agora, évidemment, rendez-vous important. Je vais inviter à la fois notre marraine et nos experts à nous rejoindre avant les 5 propositions, comme le veut le canevas de ces Agora. Et j'appelle sur scène Sarah Chouraki, directrice générale de Wings of the Ocean, qu'on applaudit s'il vous plaît. Installez-vous à côté de moi. Merci Sarah d'être là. On va accueillir à vos côtés 3 autres personnes qui sont nos 3 experts. Et j'appelle Marie-Lou Suc, Juliette Guerriot et Émilien Capdepont qui nous rejoignent sur scène. Merci d'être là, Marie-Lou, fondatrice de Blue Connection, Juliette Guerriot, qui est la référente de l'Académie du climat et partenariat au sein des jeunes ambassadeurs pour le climat, et Émilien Capdepont, chargé des campagnes au sein de Notre Affaire à tous. Vous allez vous présenter tout à l'heure. Je vous laisse un micro, chère marraine Sarah Chouraki, directrice générale de l'association Wings of the Ocean. Peut-être d'abord parlez-nous de cette association avant de nous parler de la thématique environnement qui s'intègre parfaitement dans l'association et vice-versa. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir à tous. Donc Sarah Chouraki, directrice de Wings of the Ocean. Donc on est une association de protection des océans depuis 2018 qui œuvre pour la lutte contre les déchets sauvages. Et on agit un peu sur tout le territoire français, mais notamment près de Marseille et sur l'étang de Berre. Et on a 3 modes d'action. On a à la fois la caractérisation, donc les ramassages sur les plages et de compter. Donc là-dessus, je vous engage à venir avec nous lundi pour Clean My Delta notamment. On a aussi des collaborations scientifiques et aussi on fait de la sensibilisation. Donc vous pouvez retrouver les équipes qui ont un stand ici. Et on agit globalement. Il y a 2 choses qui nous tiennent à cœur et peut-être que ça introduira un petit peu après. La première, c'est qu'en fait, on a un mode d'action qui est collectif. Donc en fait, on a des bénévoles qui s'engagent pour 1 mois à nos côtés pour vivre une aventure écologique où ils vont découvrir ou aller plus loin dans un mode de vie végétarien, 0 déchet, 0 gaspille. Et c'est des expériences assez uniques et transformantes qu'on propose. Et le deuxième, qui est aussi, parce que comment toucher des gens plus éloignés de l'écologie, c'est la fibre émotionnelle. Et on le fait parce qu'on a des bateaux et on sensibilise à bord de nos bateaux, parce que ça permet de toucher des gens qui finalement, peut-être l'écologie ne l'intéresse pas, mais ils vont être un peu attirés par un bateau qui représente l'amour des océans. Et donc c'est 2 choses qui nous tiennent à cœur dans l'association. Alors peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, comment on peut être éloigné de l'écologie et de l'environnement aujourd'hui, parce que la question de l'environnement, elle est partout, dans tous les débats, on le voit bien dans tous les forums. On a encore des gens qui sont éloignés de ces enjeux-là si majeurs. Malheureusement, il y a un peu des effets un peu boomerang, on va dire. On se rappelle tous, je pense, vers les années 2015-2018, les marches pour le climat, qui à ce moment-là avaient mis en fait l'écologie un peu au cœur de l'actualité en portant les débats. Puis il y a eu un peu un mou aussi pendant plusieurs années. Puis parfois on a des petits espoirs. Là, je pense que la pétition de la loi Duplon, qui a recueilli plus de 2 millions de signatures, prouve en fait aujourd'hui qu'on arrive à recueillir quand même un élan. Donc en fait, c'est un peu des effets domino. Il faut arriver à engager aussi sur des envies et pas que sur une écologie punitive. Donc c'est un peu ce qu'on est chaque jour. L'élan a été souvent porté par la jeunesse. Vous l'avez dit, la marche pour le climat. D'ailleurs, on a souvent mis en avant, salué d'ailleurs, la mobilisation des jeunes. Ça passe forcément par les jeunes d'abord, ou il faut suggérer à tous d'être engagés sur le sujet? Ça passe par les jeunes pour ces mobilisations, je pense. Mais après, on sait aussi qu'il y a des gros événements qui sont portés par des moins jeunes, qui sont un peu les événements institutionnels. Par exemple, sur le sujet en fait, qui nous concerne dans l'association sur le plastique dans les océans, c'est des chiffres quand même qui choquent. Pour rappel, en 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Donc c'est quand même des choses, normalement, ça fait résonance. Il y a eu 2 événements majeurs institutionnels cette année. Et je ne sais même pas si tout le monde est au courant qu'il y a eu ces événements-là. Et donc en fait, c'est aussi comment on fait le pont en fait, entre des mobilisations de citoyens et des gros événements qui se tenaient pour le coup à Nice. Il y avait le congrès des Nations Unies pour l'océan et à Genève pour le traité plastique. Il y a 2 semaines, absolument. Exactement. Donc c'est comment on fait le pont justement entre la mobilisation citoyenne et ces gros événements institutionnels portés par les moins jeunes. Merci beaucoup. En tout cas, restez évidemment avec moi. On va poursuivre cette discussion. Marie-Lou Suc, fondatrice de Blue Connection. On disait finalement sensibiliser l'ensemble des citoyens. Vous, c'est ce que vous faites au travers de votre association. Là aussi, dites-nous comment vous faites. Et quelle est cette association ?
Alors, donc effectivement, donc je suis consultante avec Blue Connection, mais j'ai également une association qui s'appelle NOAA, le Network of Women in Aquaculture. Donc l'association qui promeut l'égalité des genres dans le secteur aquacole, qui est très important pour Oui. la souveraineté alimentaire de demain. Et donc effectivement, sur le côté sensibilisation, c'est très important de connecter la société civile avec le monde industriel, le monde de la recherche et le monde institutionnel. Et c'est exactement ce que je fais avec Blue Connection, c'est-à-dire que j'accompagne ces organisations, que ce soit des entreprises, des startups ou des institutionnels et des associations, à développer des projets innovants collaboratifs pour la protection et la valorisation de la mer et des océans. Donc j'ai un aspect, moi, plutôt technologique. Oui. Comment utiliser l'innovation, les nouvelles technologies pour protéger l'environnement marin. Donc je pense que parmi les propositions qu'on verra tout à l'heure, c'est vrai que ça vient plus d'une initiative citoyenne, mais moi j'essaye de combiner cet aspect citoyenneté et aussi innovation et technologie. Est-ce que vous diriez que les collectivités, les entreprises sont sensibles à ces projets-là et comment ils appréhendent la question de l'environnement ? Alors ça devient, c'est effectivement un enjeu très important pour eux. Et mon rôle justement, c'est de faire ce travail de traduction. C'est-à-dire qu'effectivement, sans parler de greenwashing, des fois on a des très beaux discours sur l'environnement. Et donc moi, mon rôle derrière, c'est d'aller voir ces politiques, ces entreprises et de leur dire, OK, par exemple, c'est très bien de protéger les posidonies, par exemple, les herbiers de Posidonie qu'on a en Méditerranée. Oui. Et en fait, j'essaye de transformer ce langage en discours économique ou politique en montrant l'impact derrière sur le tourisme, sur le développement local, la plongée et quelles sont les conséquences pour eux en termes de chiffre d'affaires, de revenus économiques pour la région sud par exemple. Et derrière, si on parle à des politiques, on vote avec les citoyens. Donc moi, mon rôle, c'est vraiment d'essayer de combiner et de faire ce lien pour que chacun puisse s'approprier ces thématiques environnementales. Et bien sûr, après, à plusieurs niveaux, on a par exemple de nombreux projets au niveau national et européen. Ici, par exemple, on parlait de la pollution plastique en mer Méditerranée. Il y a notamment la mission Restore Our Water and Ocean et la mission Blue Mission Med qui permet, grâce à des financements, de soutenir financièrement des projets citoyens et d'entreprises pour détecter, collecter, recycler et valoriser le plastique en mer Méditerranée. Vous nous parlez de votre podcast parce que je sais qu'il est très écouté. Oui, j'ai effectivement un podcast qui s'appelle Blue Tech Around the World. Et donc, à chaque épisode, je vais interroger un expert, que ce soit un scientifique, un entrepreneur, un innovateur. Et on va parler d'une innovation technologique qui valorise ou protège les océans. Donc, par exemple, il y a eu un épisode sur comment réduire le bruit sous-marin, qui est très important pour protéger nos océans. J'en ai une autre sur comment avoir une aquaculture responsable en utilisant des objets connectés ou des robots sous-marins. Donc voilà, comment la technologie et l'innovation peut aller au service de la protection de l'océan. Merci beaucoup. Juliette Guerriot, je le disais, référente de l'Académie du climat et partenariat chez les jeunes ambassadeurs pour le climat. On l'a vu, il faut des relais, il faut des gens engagés. Les jeunes ambassadeurs pour le climat en sont évidemment. Expliquez-nous ça. Oui, donc nous, chez les Jeunes Ambassadeurs pour le Climat, donc nous sommes une association qui est nationale et nous avons deux missions principales. La première, ça va être donc une mission de sensibilisation. On va mener des sensibilisations dans des collèges, dans les lycées, dans les universités et aussi dans les entreprises. Et donc on va sensibiliser sur tous les sujets de climat et biodiversité et notamment sur les sujets des instances internationales. Donc on fait pas mal de simulations de COP. En partenariat avec l'AFP et le ministère de l'Éducation. Et du coup, notre deuxième mission principale, ça va être de représenter la jeunesse française lors de ces instances internationales. Donc on organise des LCOI, donc en copartenariat avec d'autres associations, notamment Climate. Et durant ces week-ends, la jeunesse va pouvoir transmettre ses idées et les mettre sous forme de plaidoyer pour que ensuite nos jeunes délégués pour le climat et pour la biodiversité aillent porter ces idées donc au COP, que ce soit COP Biodiv ou COP Climat. Vous avez le sentiment d'être assez écouté, suffisamment, beaucoup, un peu, passionnément? On essaye en tout cas et c'est le principal. Voilà. Merci beaucoup. Émilien Capdepont, chargé des campagnes au sein de Notre Affaire à tous. Bon là, vous résumez parfaitement ce pourquoi nous sommes là quand même. C'est bien l'affaire de tous. Qu'est-ce que c'est que ce collectif, cette association? Oui, bonjour à tous.
et tous. Du coup, Notre Affaire à tous, c'est une association qui a 10 ans, qui fête ses 10 ans cette année et qui en fait s'est donné comme but d'utiliser le droit, l'outil juridique, comme un levier pour lutter contre la crise climatique et les injustices climatiques et environnementales qui en découlent. Donc très concrètement, en fait, ce qu'on fait, c'est des contentieux, des procès à l'État ou aux multinationales quand ils ne respectent pas leurs obligations climatiques et environnementales, quand ils ne respectent pas le droit de l'environnement. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler de l'affaire du siècle en 2021. Donc l'État condamné pour inaction climatique. Donc c'était un recours qu'on a lancé avec Greenpeace et Oxfam France. Mais en réalité, on a beaucoup d'autres contentieux, et vous parliez notamment de la loi du plomb tout à l'heure. On a beaucoup travaillé sur cette loi, avec notamment les recours au Conseil constitutionnel, ce qu'on appelle les contributions extérieures. Et vous parliez également de la protection des fonds marins. En réalité, nous, on ne va pas tant travailler sur cette question-là que sur la question de la ressource en eau, où du coup, on a plusieurs contentieux en fait, sur tout ce qui va être question des PFAS, ou également de la question aux Antilles, du droit à accès à l'eau et à l'assainissement. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous redonnerai évidemment la parole lors des présentations des propositions. Alors on va venir aux propositions. Il y en a 5 et je vais faire venir tout de suite Pierre Gallo-Beauvais, référent pédagogie, et Paul Plaidoyer, le cyclotour au sein du Relais Jeunes. On l'accueille s'il vous plaît sous vos applaudissements. Allez, prenez. On va vous laisser un micro. Émilien, si vous voulez bien laisser votre micro à Pierre. Pierre, présentez-vous et puis présentez votre proposition. Vous avez 2 minutes. J'ai 2 minutes. Bon, j'ai préparé un petit texte, vous m'excuserez pour rentrer dans le timing. Vivre au rythme des routes et de leur dénivelé, braver la pluie et le froid, le soleil et la chaleur, dérailler, crever un pneu, le regonfler, remonter en selle et repartir joyeusement avec le groupe pour faire de nouvelles rencontres. Nous, c'est le format qu'on a choisi avec l'association Le Relais Jeunes, que je représente aujourd'hui. Chaque année, on organise un nouveau périple à vélo placé sous le signe d'une thématique à la croisée entre écologie, démocratie, justice sociale et d'un itinéraire qui change à chaque édition. L'année dernière, on est parti des glaciers suisses. Voilà, on voit la carte. On est parti de Lausanne. On a longé le Rhône en passant par Lyon, puis la côte méditerranéenne en passant par Marseille, justement, pour comprendre les enjeux du cycle de l'eau à travers des rencontres d'acteurs et d'actrices engagés dans sa gestion ou sa protection. En tout, on a fait plus de 75 rencontres, et de toutes ces rencontres, il y a des constats communs qui sont sortis. D'abord, les cycles de l'eau sont complexes et leur fonctionnement globalement mal compris. On y visualise rarement la végétation, c'est la fameuse eau verte. Et en réalité, on imagine que c'est un seul grand cycle, mais en fait, c'est plutôt plein de petits cycles qui s'intercroisent de différentes manières. On a aussi constaté que notre gestion de l'eau en France, c'est un véritable millefeuille qui est assez peu compréhensible pour le commun des mortels. Et c'est un millefeuille dont les citoyens, citoyennes, les jeunes et le vivant, la nature en général, sont globalement absents. Et puis, vous vous en doutez, on l'a constaté, les cycles de l'eau sont complètement déréglés par les activités humaines. Mais on a aussi bien vu sur les territoires que les solutions existent et sont pratiquées. En attestent par exemple les initiatives de sobriété ou d'hydrologie régénérative qu'on a pu rencontrer. Donc nous, ce qu'on retient de ce périple, c'est un vrai besoin d'une gouvernance de l'eau partagée, citoyenne et démocratique. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette proposition. On veut instaurer des assemblées populaires à l'échelle des bassins versants pour qu'émerge une vraie gouvernance citoyenne de l'eau, de sa source à la mer. Et alors pourquoi des assemblées populaires et pourquoi l'échelle du bassin versant? Déjà, le bassin versant, pour nous, c'est la bonne échelle pour englober les problématiques du cycle de l'eau, de l'amont à l'aval. Et ensuite, les assemblées populaires, c'est comme sur le principe de la Convention citoyenne pour le climat à l'époque. Ça permettrait de créer des vrais espaces de rencontre, d'apprentissage entre les habitants et habitantes d'un bassin versant qui ne se rencontrent pas forcément. Et dans habitants-habitantes, on inclut forcément les jeunesses et également les vivants non humains qu'on compte là-dedans, qui sont aussi habitants des bassins versants. Et pour nous, ça permettrait d'aller vers une gouvernance de l'eau plus citoyenne, plus partagée, plus démocratique. Nous, on croit en la démocratie, la vraie, et la pertinence de ces propositions qui peuvent émerger de ce genre d'initiative, pourvu qu'on y mette des moyens et de l'importance. Et du coup, on fait ça vous dit?
Merci beaucoup. On l'applaudit, s'il vous plaît, pour sa proposition. Je vous rappelle que vous pouvez voter tout au long de la soirée. Peut-être Sarah Chouraki, un petit mot sur cette proposition autour de la démocratie, finalement, et la citoyenneté. Tout à fait. Ça m'a beaucoup parlé, cette proposition, parce que j'ai fait partie, il n'y a pas longtemps, d'un atelier de travail sur l'eau avec des grands décideurs. Donc, je pourrais vous partager. Et j'ai beaucoup poussé pour cette proposition. Donc, ça m'a beaucoup fait écho. Donc, je pourrais vous passer l'ensemble des propositions. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et la deuxième, c'est que quand on a l'impression de ne pas être écouté, moi, je suis basée à Bordeaux. Et en fait, on a poussé pour la reconnaissance juridique de la Garonne, pour pareil, en fait, passer aussi à une étape et de dire, bon, si personne ne nous écoute, on va commencer à être un peu plus agressif, entre guillemets. Ça commence par une déclaration, mais en vue potentiellement d'avoir un peu plus d'action en justice, mais de mettre des citoyens qui sont en effet tout au long du fleuve pour essayer de le protéger. Donc j'adore. Merci beaucoup. D'autres réactions ou commentaires peut-être? Allez-y, Juliette. Marilou. Alors, très belle proposition. C'est vrai qu'en Europe, il existe déjà donc la directive cadre sur l'eau, donc avec ses gouvernances au niveau des bassins versants. Mais c'est vrai qu'il manque souvent cette dimension, on va dire, citoyenne. Et c'est toujours important d'avoir cette dimension, on va dire, scientifique, institutionnelle, mais aussi citoyenne. Donc, je trouve ça super. Et c'est notamment un modèle qui existe au Canada, au Québec, où en fait, ils ont des conseils de citoyens de bassins versants. Donc ça peut être une inspiration peut-être pour cette proposition. On ira creuser peut-être, ouais. D'autres points? Allez-y. Oui, non, nous aussi dans l'association, on soutient cette proposition. Et on trouve que c'est très intéressant aussi d'inclure les jeunes et d'inclure que ce soit intergénérationnel. Et pourquoi pas inclure aussi que ce soit des éco-délégués, par exemple, dès le lycée. Pour vraiment les sensibiliser et sensibiliser un peu à toute cette gestion de l'eau. Donc voilà. Merci. Oui, du coup, je ne peux qu'acquiescer aussi à cette proposition, puisque en réalité, nous, on travaille beaucoup sur les questions de démocratie environnementale en réalité, donc c'est quelque chose qui nous touche beaucoup et où effectivement vous parlez de la ressource en eau est probablement la ressource qu'il nous faut aujourd'hui protéger, donc qui doit être au cœur des décisions politiques et publiques. Merci beaucoup. Merci Pierre Gallo-Beauvais du Relais Jeunes. Merci beaucoup. On l'applaudit s'il vous plaît. Un grand merci. On va accueillir la proposition numéro 2 et je vais accueillir sur scène Estelle Fleury, qui est directrice de l'espace UCA, qui nous rejoint. On l'applaudit s'il vous plaît. Elle a un micro. Bonjour. Bonjour Estelle. Alors parlez-nous d'abord des pages UCA et puis surtout de votre proposition, bien sûr. Bonjour à tous. Alors moi je suis directrice de l'EPAGE UCA, EPAGE, EPAGE, établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, à l'échelle des bassins versants, qui est effectivement l'échelle cohérente pour gérer les eaux sur tous les bassins versants côtiers de la métropole, de Fos-sur-Mer jusqu'à La Ciotat. Je vais vous parler aujourd'hui de l'une des petites mais très importantes actions que l'on mène et que l'on souhaite pouvoir déployer. La baie de la métropole marseillaise, donc de Fos-sur-Mer jusqu'à La Ciotat, c'est l'exutoire de à peu près 400 km de cours d'eau qui concerne à peu près 40 communes. Donc vous imaginez tout ce qui arrive par temps de pluie. Juste à côté, ici, à quelques dizaines de mètres, vous avez l'Uvonne, notre fleuve côtier, notre cher fleuve côtier qui prend sa source dans la Sainte-Baume, qui, à chaque grande pluie, devient lui-même une poubelle, puisqu'il est le réceptacle de centaines d'exutoires d'eau pluviale. C'est la vie de nos territoires. Mais aussi, c'est la plage et c'est la mer qui deviennent des poubelles. Chaque année, on comptabilise à peu près 1500 mètres cubes de déchets à l'aval de l'Uvonne. On fait plein d'opérations de ramassage qui sont relayées par énormément d'autres acteurs, mais ce n'est pas suffisant. Alors, sur le sujet des déchets, qui est un sujet qui est très, très orphelin, on s'est emparé à l'EPAGE UCA de cette thématique-là, de ce fléau-là, qui nous donne vraiment mal au cœur. Et on a engagé un plan de lutte contre les déchets abandonnés. Parmi ce plan de lutte-là, il y a l'installation de filets de piageage de déchets. Vous voyez le premier système qu'on a installé à La Ciotat. En fait, l'idée, c'est d'installer des filets. C'est assez simple sur le papier, dans des cours d'eau, dans des vallées à sec, plus à l'amont, dans des endroits qui sont stratégiques, là où on sait qu'il y a un flux de déchets qui passe. Donc le principe, c'est on installe un filet, on l'associe à un déflecteur qui permet d'orienter le flux des déchets.
Et puis, on met en place des capteurs de suivi de remplissage. On fait des contrôles réguliers. Et puis, le vidage, c'est l'occasion aussi de pouvoir trier et de pouvoir caractériser pour comprendre d'où ces déchets viennent. Parce que le but, c'est pas de piéger pour piéger, mais c'est aussi de pouvoir agir à la source. Donc, notre proposition, c'est ce que l'on fait, c'est de continuer à déployer un défilé de piégeage de déchets sur d'autres cours d'eau. Partout, là où c'est possible, parce que ce n'est pas possible partout techniquement. Et partout sur nos bassins versants, et puis sur d'autres territoires, ça se fait aussi ailleurs dans le monde. Pour terminer, 3 points. Le premier, c'est que c'est une solution qui est simple, pas toujours, mais en vrai, elle est quand même assez simple. Elle est efficace et elle est très pédagogique. Vous voyez, ici, quand on voit ça, ça parle de soi-même. La deuxième, c'est un mais, et c'est un mais qui est très important, c'est que cette solution-là, toute seule, elle ne sert à rien, elle n'a pas de sens. Si à côté, on ne se coordonne pas entre acteurs, associatifs, institutionnels, etc., je pense que ça ne sert à rien. Et le dernier point, c'est que c'est une solution qui ne doit pas être pérenne. L'ambition, c'est que ces filets ils soient vides dans quelques années. Et pour qu'ils soient vides, ça passera seulement par le changement de perception de l'être humain avec son environnement. L'acte de jeter un déchet dans une rue est extrêmement important, ou encore plus au-dessus d'un pont. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Estelle, on l'applaudit s'il vous plaît. Restez avec nous. Qui voudrait réagir? La marraine peut-être d'abord, et après on réagit qui veut. Allez-y Sarah. Oui, moi j'ai peut-être 2 questions, parce que c'est évidemment un sujet qu'on a aussi un peu regardé en se lançant sur les fleuves. Mais on avait 2 petits points où on n'avait pas encore complètement statué. Il y avait pas mal de freins sur la biodiversité, de dire qu'il y a aussi potentiellement de la biodive qui va finir dans ces filets. Et la deuxième, c'était qui avait la responsabilité de ramasser les déchets qui arrivaient sur ces filets. Du coup, je suis intéressée de savoir qui ramasse, si c'est vous ou si vous avez trouvé qui dans les éco-organismes, collectivités, organismes parapublics, tout ça faisait ça. Non, c'est nous, c'est notre établissement public qui ramasse. Alors on a trouvé des financements avec Citeo qui nous soutient, l'agence de l'eau aussi qui nous soutient, et ainsi que la métropole et les communes. Et pour la question de la biodiversité, bien entendu, c'est un gros sujet. Les filets ne peuvent pas être installés partout. Et quand ils sont installés, il faut qu'ils garantissent une continuité piscicole. Donc on a des techniques pour ça. Et puis de toute façon, chaque filet, il est installé à l'appui d'un dossier réglementaire au titre de la loi sur l'eau. Merci. Vous voulez réagir également? Marie-Lou, allez-y. Oui, alors super proposition. Il se trouve que je suis coach sur un programme qui s'appelle Blue Mission Med, en fait, qui fait partie de la mission Restore Our Ocean and Water, justement sur la restauration des cours d'eau, des rivières et de la mer Méditerranée notamment. Et donc, il y a une lighthouse, c'est-à-dire un démonstrateur pour la mer Méditerranée. Il faut absolument que vous en fassiez partie, puisqu'en fait, on va mettre autour de la même table des chercheurs. Donc, on a notamment des chercheurs de l'Institut Océan d'Aix-Marseille Université, du CNRS, qui vont modéliser ces points de stockage et d'accumulation, notamment avec la détection par satellite, et qui vont derrière, grâce à cet apport scientifique, pouvoir conseiller, comme vous disiez, sur les meilleures localisations pour installer ces pièges. Et on accompagne également des entreprises et des startups, dont certaines sont marseillaises, qui mettent en place ces types de filets. Et donc, on a une sorte de catalogue de toutes les innovations technologiques qui vont permettre de récolter les déchets à la source et pour éviter qu'ils arrivent à la mer. Donc, c'est vraiment un super projet et je vous invite fortement à rejoindre le projet Blue Mission Med. Il y a des financements européens à la clé. On en parle avec plaisir. Terminé. C'est bon? Ou allez-y. Non, c'est bon. Eh bien, on remercie et on applaudit Estelle Fleury, s'il vous plaît. Merci à tous. Je vous invite à liker notre page Instagram. On est sur les réseaux sociaux depuis un moment, Facebook, LinkedIn. Le Insta, il est très récent. Et page UKHUCA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va passer à la 3e proposition et on accueille sur scène Sébastien Fonbonne, directeur général adjoint d'Ecocéan, qui nous rejoint. Qu'on applaudit, s'il vous plaît. Sébastien, prenez un micro. Bonjour. Vous avez compris l'exercice, bonjour. Présentez-vous, présentez évidemment Ecocéan et votre proposition. Bonjour, donc Sébastien Fonbonne, je suis le directeur général adjoint d'Ecocéan. Alors j'ai pas de retour, je ne sais pas si on m'entend bien par contre. Ouais, on vous entend bien, absolument. Okay. Donc le directeur général adjoint d'Ecocéan, qui est une entreprise qui a été créée il y a une vingtaine d'années autour d'une idée simple, c'est comment arriver à aider des larves de poissons à devenir des juvéniles de poissons. Ça paraît très technique, ça paraît très ciblé, mais finalement c'est fondamental parce que dans le cycle de vie des espèces côtières, ce passage entre la larve et le juvénile est extrêmement sensible
et procurent une mortalité naturelle très importante. Voilà. Et finalement, il y a 10 ans, on a lancé un programme de recherche sur Marseille, dans le Grand Port Maritime, qui a permis de tester différentes solutions et d'amener un certain nombre de solutions à maturité. Elles peuvent être aujourd'hui déployées pour justement accompagner cette phase de nursery, puisque c'est comme ça qu'on définit ce passage. Et donc là, l'idée de la proposition, c'est de restaurer les fonctions de nursery, hein, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est d'accompagner la restauration des fonctions de nursery marine dans les zones urbanisées. Alors pourquoi dans les zones urbanisées? Parce que finalement, dans une zone naturelle, protégée ou pas protégée, en général, l'habitat n'est pas trop dégradé. Par contre, dans un grand port maritime comme celui de Marseille, l'habitat naturel n'existe absolument plus. Or, cette biodiversité qui peut paraître ordinaire, qui est une biodiversité finalement en ville, mais dans un port, elle est aussi importante que celle qui peut être à l'extérieur, dans les calanques ou ailleurs. Et il faut arriver à accompagner ça. Les larves de poissons, elles vont rentrer dans les ports. Et aujourd'hui, il faut arriver à leur reproduire des habitats ou à leur faire court-circuiter cet espace-là, en allant les capturer au large, les faire grandir dans des fermes adaptées et faire du repeuplement en poissons sauvages. Voilà. Merci beaucoup. On vous applaudit, s'il vous plaît, pour cette proposition. Et forcément, je vois qu'il y a des réactions et des questions. Mais peut-être, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste remercier le monde des possibles, parce que dans le monde des possibles, il y a des personnes un peu plus âgées que les autres qui peuvent venir apporter des solutions pour la jeunesse. Merci beaucoup. On est tous très jeunes. Alors, allez-y. Qui prend la parole? Allez-y. Marilou, allez-y. Merci beaucoup pour cette proposition. Je suis Éco-Océan depuis de nombreuses années et effectivement, le projet que vous avez eu à Marseille sur cette restauration écologique avec le port de Marseille est une superbe success story. Alors moi, j'ai une petite question. Effectivement, vous disiez que l'idée là dans cette proposition, c'est d'aller dans des zones urbaines. Est-ce que vous avez pensé à l'idée d'installer ces nurseries, ces, on va dire, récifs artificiels sur les projets type éolienne offshore, cet aspect, on va dire, réconciliation écologique sur ces structures, on va dire, en mer, puisque ça peut être une critique de ces infrastructures offshore. Voilà. Est-ce que c'est une ouverture, un projet de développement, ou vous voulez vraiment rester sur l'aspect côtier? On y a réfléchi, on y travaille et on est sur le sujet. Alors le sujet il est un peu différent, parce que là on n'est pas sur des nurseries naturelles. On va créer des nurseries naturelles au large, donc ce qui est un peu particulier. Mais ça donne quand même des fonctions écologiques à des structures qui ne sont pas conçues pour ça. Et donc on va équiper un flotteur du projet EFGL au large de Leucate. Donc il y a 3 flotteurs qui seront à l'eau. Et on va suivre pour voir l'intérêt d'équiper un flotteur en le comparant à des flotteurs non équipés. On travaille le parc marin du Golfe du Lion sur ce sujet-là pour voir s'il vaut mieux que les éoliennes soient le plus transparent possible dans ces fonctions écologiques-là, ou alors si on peut leur apporter des fonctions écologiques particulières. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Alors on applaudit Sébastien Fonbonne, directeur général adjoint d'Éco-Océan. Merci d'avoir été là et on vous rappelle que vous pouvez évidemment voter. 4e proposition, j'accueille Amélie Batté, trésorière d'expédition au sein de Sea Plastics. Merci d'être là. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonjour. Installez-vous, bonjour. Présentez évidemment votre association et votre proposition. Même exercice. Alors nous, du coup, c'est Sea Plastics. Donc on est une association qui organise des expéditions scientifiques depuis 2016. Et là, du coup, cette année, on est parti en avril 2025 de La Rochelle. On a sillonné l'Atlantique pour descendre par Gibraltar et ensuite rentrer en Méditerranée, longer tout le pourtour méditerranéen jusqu'en Corse. Tout au long de ce parcours, on a réalisé des prélèvements pour le CNRS. Et notre mission portait principalement sur les microplastiques, mais nos filets ont aussi ramené de nombreux macro-déchets, comme des pots de yaourt, des pailles en plastique ou d'autres emballages plastiques. Et il faut savoir que ces déchets ne viennent pas seulement d'une mauvaise gestion locale, ils viennent aussi de l'ampleur excessive de la production et de l'utilisation du plastique aujourd'hui. Il faut savoir que chaque année, c'est entre 8 et 12 millions de tonnes de plastique qui finissent dans nos océans. Et donc, c'est l'équivalent d'un camion de poubelles qui se déverse dedans chaque minute. C'est quand même énorme. Et comme disait notre marraine, donc si rien n'est fait d'ici 2050, il y aura plus de plastique en Méditerranée que de poissons. C'est quand même un chiffre qui fait peur. Et c'est pourquoi il faut gérer la pollution en amont et fermer le robinet. Il y a une loi qui existe depuis 2020, c'est la loi AGEC en France, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui prévoit de réduire les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040
avec des interdictions déjà effectives sur les pailles et les couverts dans les restaurants, par exemple, aussi sur le suremballage des fruits et des légumes. Mais cette loi, elle se base sur 11 objectifs quantitatifs, dont moins d'un tiers sont mesurés ou mesurables, et plus de 70 objectifs qualitatifs avec un contrôle sur seulement 17 d'entre eux, donc c'est vraiment très peu. Et les objectifs qui étaient fixés pour cette année sont loin d'être atteints à cause de cette mise en place qui est assez lente et inefficace. C'est pourquoi, pour accélérer la protection des océans, il est crucial d'étendre cette interdiction du plastique à usage unique à tous les secteurs de production, et ce dès 2030, avec des lois fermes et des cahiers des charges stricts pour les industries. Merci beaucoup. On l'applaudit, s'il vous plaît. Amélie, vous voulez peut-être évidemment réagir, j'imagine pas autre chose, Sarah Chouraki, sur cette proposition qui était mise à l'instant. Oui, tout à fait. Forcément, nous, c'est quelque chose qu'on suit beaucoup aussi. Et je suis un peu partagée sur la mesure parce qu'en fait, nous, c'est vrai que ce qu'on dit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une loi AGEC qui est censée être ambitieuse. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas respectée sur les territoires. Soit parce que les décrets ne sont pas appliqués, soit parce que c'est compliqué à appliquer. Et du coup, on se demande, est-ce qu'il faut pousser pour des nouvelles mesures qui vont en gros s'accumuler à une liste qui ne sont pas appliquées, ou est-ce qu'il faut se concentrer sur celles qui sont appliquées pour aider les territoires à les appliquer? Donc en tout cas, je pense qu'il faut continuer à pousser pour continuer en effet à mettre la pression. Mais notre rôle aussi, je pense, au niveau des associations, c'est vraiment d'aller sur les territoires et d'essayer d'appliquer cette loi. Parce que sinon, ça reste des textes et en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc en tout cas, moi, je suis preneuse qu'on continue et aussi qu'on montre que soit il y a des défaillances dans la loi AGEC et qu'il faut la modifier, soit qu'on l'applique, mais que ça reste des textes qui ne soient pas appliqués et du coup qui créent la pollution. Merci beaucoup. D'autres réactions? Non? Allez, merci beaucoup, on l'applaudit. Et on passe à la 5e et dernière proposition de cet Agora Environnement. Et j'accueille sur scène Céline Tardy, qui doit être là, merci, chargée de projet connaissance des populations au sein de Miraceti, qu'on applaudit. Bonjour. Bonjour. Vous allez clôturer cet Agora avec cette proposition. Parlez-nous peut-être de votre association, d'abord. Donc bonjour à tous, je fais partie de l'association Miraceti qui vise à étudier et à protéger les dauphins et baleines de Méditerranée notamment. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une proposition, mais tout d'abord imaginez que vous êtes en mer et que vous êtes face à une baleine ou alors entouré de dauphins. Donc pour vous ça peut être un moment inoubliable, mais pour eux, pour les cétacés, ça peut être vraiment un dérangement qui est assez important. Et ça c'est ce qui a été observé en Méditerranée au début des années 2000, où il n'y avait pas de cadre et où le whale watching, donc l'observation commerciale des cétacés, était en plein essor. On avait des bateaux qui s'approchaient trop vite, trop près, et du coup ça entraînait du stress auprès des animaux. Donc ce qui s'est passé, c'est que justement ces opérateurs-là, commerciaux, les institutions, mais aussi les scientifiques, ont décidé de mettre en place une démarche unique, qui est donc la marque High Quality Whale Watching, pour justement pouvoir observer les animaux dans leur milieu naturel de manière respectueuse. Et donc tout ça, ça a permis de cadrer. Donc les opérateurs suivent une formation sur l'écologie des espèces marines, sur les bonnes techniques d'approche, mais aussi pour avoir un discours naturaliste à bord de leur bateau. Et donc tout ça, ça a pu être fait grâce vraiment à un travail ensemble. Et ensuite aussi, donc ça c'est un vrai engagement de la part de ces opérateurs. C'est pas juste un label ou une marque, il y a vraiment une vraie volonté d'améliorer les choses, notamment pour les animaux. Et en parallèle, il y a quand même eu une réglementation qui a évolué. Donc il y a 2 arrêtés qui ont été mis en place en 2021. Un ministériel qui a interdit l'approche à moins de 100 mètres des animaux dans les aires marines protégées, et un préfectoral qui a permis d'étendre cette interdiction dans toutes les eaux françaises, mais de Méditerranée. Et il faut savoir que à l'heure actuelle, on a seulement entre 15 et 20 opérateurs par an qui sont labellisés en Méditerranée. Mais dans l'Atlantique et dans la Manche, c'est quelque chose qui n'existe pas, et pourtant le whale watching est en plein essor. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas le label qui est présent, et en plus on n'a pas l'interdiction, elle est présente que dans les aires marines protégées et pas dans toutes les eaux françaises. Donc c'est un réel problème, et c'est donc là où nous on a fait cette proposition. Donc c'est vraiment de faire de la démarche High Quality Whale Watching la référence nationale d'ici 2030 pour toute sortie touristique d'observation des cétacés en mer. Et pour ça, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour justement faire connaître, pour faire promouvoir cette marque, pour aussi justement nous aider auprès des décideurs publics et politiques pour que ça soit vraiment une référence. Et donc le whale watching, c'est une activité touristique qui est en plein essor, et il est important que cette activité aussi fasse partie d'un tourisme durable.
Donc, voilà, merci. Merci, on vous applaudit Céline. Qui voudrait réagir sur cette proposition? Une question, allez-y, je vous en prie Marie-Lou. Tout d'abord, merci beaucoup. Effectivement, c'est un sujet très important. En Méditerranée, vous l'avez dit, on a un peu plus de chance. On a le réseau ACOBAMS aussi. On a plusieurs acteurs qui sont engagés et sensibilisés sur ces questions. Je remets ma casquette tech. On a aussi pas mal de start-up, des entreprises françaises, des labos qui vont notamment, grâce à de la mesure d'acoustique sous-marine, arriver à détecter ces cétacés et donc pouvoir orienter les trajectoires des bateaux notamment. Donc c'est vraiment important qu'il y ait tout le monde autour de la table. Donc l'idée du label, super. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place derrière? C'est-à-dire organiser des formations, faire plutôt de la sensibilisation. Comment vous comptez faire adhérer les professionnels du tourisme? Est-ce que vous allez mettre des contraintes ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être volontaire pour avoir ce label? En effet, les opérateurs, en fait, c'est sur la base du volontariat. S'ils ont envie justement d'avoir une approche meilleure envers les animaux, ils nous contactent. Et donc, sur la base du volontariat, ils vont suivre une formation. Donc, c'est une formation qui est dédiée aux capitaines, aux gérants aussi de la structure et aussi aux guides présents sur le bateau. Donc, vraiment, tous les échelons sont sensibilisés. À bord, ils ont aussi donc, tout un discours naturaliste, pas que sur les cétacés. Et on sait qu'on a justement des opérateurs sur la façade atlantique qui sont intéressés pour avoir le label. Mais sans l'appui un peu plus de l'État, même si l'ACOBAMS en Méditerranée en effet nous aide, côté atlantique, rien ne se fait de ce côté-là. Et malheureusement, nous, tout seuls, notre association, on ne peut pas apporter à cette échelle-là le label. Sarah. J'avais juste une question justement. Est-ce que il y a d'autres associations qui existent ou avec qui vous êtes en contact côté atlantique qui peuvent être un peu vos relais locaux là-dessus? Alors, il existe des associations dans la partie sud de l'Atlantique, notamment au niveau du golfe de Gascogne. Mais c'est des associations qui vont aussi un peu proposer de l'observation. Alors, ce n'est pas du whale-watching commercial en tant que tel. Elles vont aussi collecter de la donnée, mais un peu moins scientifique. Mais elles sont aussi en appui avec nous. On est en lien avec eux. Ensuite, il y a Pélagis qui est à La Rochelle, au niveau de l'université. Donc, vraiment un laboratoire de recherche. Et donc, oui, on est en contact avec tous. Donc, tout le monde est quand même très motivé. Mais malheureusement, il faut être encore plus nombreux. Un petit mot, allez-y. Juste une petite question. Pour ce label, c'est un nouveau label que vous créez ou est-ce que vous vous basez sur des standards et des labels au niveau international, ce qui vous donnerait une plus grosse puissance de frappe, que ce soit au niveau des utilisateurs, mais aussi des citoyens qui voudront faire ce tourisme un peu plus durable? Ce label, il a 10 ans déjà. On a fêté les 10 ans là, en fin d'année 2024. Et c'est donc quelque chose qui a été construit déjà en regardant bien sûr ce qui est fait à l'international, même s'il n'y a pas énormément de choses faites comme ça, du moins quand même, parce que c'est reconnu quand même par l'État, le label, c'est une marque. Mais donc c'est vraiment une volonté et ça a été une co-construction avec les opérateurs, avec les institutions. Donc c'est quelque chose qui a été construit tous ensemble. Donc c'est vrai que même les opérateurs qui maintenant sont labellisés, alors c'est difficile de savoir quel est le rendement économique pour eux, mais ont vraiment cette volonté-là et essayent aussi de sensibiliser ceux qui ne le sont pas ou alors même le grand public autour, quoi. Il y a vraiment, oui, on essaye d'avoir un appui maximum auprès de tout le monde, quoi. Merci beaucoup Céline Tardy, qu'on applaudit s'il vous plaît. 5e et dernière proposition. Je voudrais remercier également la marraine, Sarah Chouraki, et l'ensemble de nos experts, Marie-Lou Suc, Juliette Guerriot et Émilien Capdepont. Merci à vous 4. Merci et bonne soirée à toutes et à tous et bon concert.